C'est parti? Ok. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus. Non, si, vous entendez? Moyen? C'est bon, ça marche mieux, non? C'est mieux comme ça. Ouais, ça a l'air d'être bon. Du coup, c'est parti? C'est parti. Bon, alors, allons-y. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus à notre magnifique session sur la programmation réactive et les Raspberry Pi. Donc, on devait être 3 pour faire cette présentation. Il y a Jonathan qui devait venir nous rendre visite, mais Il a du mal à garer son écouteur. donc ça devrait aller. D'accord. Petit problème technique, on va. C'est mieux. C'est mieux? Non? Personne t'entend? Je vais parler. C'est bien, nickel. Ok. Donc, let's go. Donc, je pense que vous me reconnaîtrez tous. Je m'appelle Mathieu Ancelin. Donc, je suis développeur à Serly. Je suis triple ceinture noire en Java, en Scala et en JavaScript. Et je fais également de la contrib open source. J'ai quelques katas, quoi. Donc moi, je m'appelle Alexandre Delec. Donc moi, je suis plutôt un surfeur. Je surfe sur le web, le Java, le Scala, etc. Et puis vous pouvez me suivre sur Twitter si vous avez rien d'autre à faire de mieux. Donc, nous travaillons tous les deux chez Serly. Donc Serly, c'est une société d'ingénierie et de conseil du SI. Donc on est 70 personnes. On est basé à Poitiers, à côté du Futuroscope. Donc on fait du Java, du cloud, de la mobilité, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez. N'hésitez pas à aller sur notre magnifique site web pour voir tout ce qu'on sait faire. Et puis un truc rigolo, c'est que pour rester un petit peu en forme, on contribue à des projets open source, on fait des conférences, on fait des choses comme ça. Donc on vient vous parler de magnifiques clusters de Raspberry Pi, donc c'est plutôt top. On y va? C'est parti. Vous êtes prêts là mentalement? C'est bon? Il n'y a pas de problème? Tout le monde a bien mangé? Bon, on y va. Donc, cette première diapo, du coup, c'est pour dire que ce qu'on va vous présenter, c'est juste notre propre expérience. Donc, on décline toute responsabilité quant aux propos qui seront tenus durant cette séance. Voilà, si vous voulez mettre ça en place lundi, bon, faut pas le truc le plus. Enfin, faut voir. C'est à vos risques et périls, on va dire. Donc là, ça fait depuis hier ou peut-être depuis ce matin que vous êtes arrivés ici. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il s'est passé quelque chose d'un petit peu grave. Donc là, on a réussi à capter cette news sur la télé anglaise. Donc donc ça y est, les zombies attaquent. Voilà, les zombies attaquent, les images parlent d'elles-mêmes, c'est assez horrible en fait, ce qui se passe. Alors on se doutait que des choses comme ça allaient arriver, mais non. Donc là, on a des images horribles. On a Paris, voilà, Paris sous l'attaque zombie, c'est horrible. Donc faites gaffe quand vous sortez tout à l'heure de ne pas vous faire attaquer. Ce serait dommage. Bon, en même temps, il y a la soirée meet and greet, donc on ne devrait pas sortir, ça devrait aller. Ok. Donc, avec cette menace, en fait, il va falloir s'équiper. Donc, potentiellement se défendre, se cacher, se protéger. Donc, en fait, nous, on avait un petit peu prévu le coup. On avait vu des choses, il y a différents signes. Il y a 5 saisons de documentaires qui sont passés à la télé, aux États-Unis. Ça s'appelle Walking Dead. On l'a tous vu et personne n'a fait attention. C'est assez dommage. Donc voilà, il y avait des petits indicateurs. Donc nous, on avait un petit peu anticipé. Et en fait, quand ça arrive là, en fait, on est armé. On a notre propre site de e-commerce de vente de matériel pour se protéger des zombies, quoi. Donc voilà, c'est un site c'est important. Ça s'appelle amazing.com. Donc toute ressemblance avec un site existant est tellement fortuite. Il n'y a pas de. Même le nom, ça nous est venu comme ça. Comme l'inspiration divine. Ouais, donc, comme on évolue dans un monde un peu particulier maintenant, on a opté pour une architecture un peu particulière. Donc, on a choisi pour le cloud portable. On a choisi le cloud portable, en fait. Donc, c'est la nouvelle génération de cloud. C'est pas très répandu encore, mais ça va venir. C'est de la niche. Exactement. Donc, le cluster sur lequel on a monté toute notre application, tout le site que vous venez de voir, est en fait ici. Donc, vous pourrez
passer le voir, vous l'avez peut-être déjà vu en passant, vous pourrez passer le voir après. Donc il est posé sur la table, on l'a pour de vrai, il fonctionne, etc. Donc il est composé en fait de Raspberry Pi. Donc un Raspberry Pi, alors qui c'est qui a déjà joué avec un Raspberry Pi? Je suis sûr que là, ouais. Oh, c'est bizarre. Genre 99% de la salle a déjà joué avec un Raspberry Pi. Donc ça sert à rien que je vous en montre un en vrai. Donc c'est gros comme ça, c'est un petit ordinateur. Il y a un processeur de 700 MHz monocore, il n'y a pas de truc un peu fancy. Il y a 512 mégas de RAM, il y a un port Ethernet parce que c'est important, un port SD pour la partie persistance des données. Et puis c'est un ordinateur comme on en faisait dans les années 2000, quoi. Ça coûte $35 et puis c'est pas très puissant, etc. Mais comme ça coûte pas cher, on peut en acheter plein et puis faire des jolis clusters avec. Donc le cluster, notre cloud portable, il est fabriqué comme ça. Donc on a 7 Raspberry Pi qui sont entassés les uns sur les autres. On a un port, un switch gigabit entre les deux, au milieu, pour connecter tout ça. Et on a une borne Wi-Fi parce que vous voyez, c'est un petit peu compliqué d'avoir des câbles dans tous les sens, donc beaucoup plus pratique. Surtout qu'après, on peut amener ça dans une ville, les gens peuvent se connecter. Notre objectif, c'est de faire de la vente de ville en ville et les gens vont pouvoir se connecter, commander les produits, on les livre par drone et après on change de ville, quoi. Alors en plus, c'est un côté assez pratique en fait parce que forcément dans un monde envahi de zombies, des fois il faut prendre la fuite, il faut courir, donc c'est très facile à transporter, etc., etc. Donc c'est absolument, c'est la meilleure architecture que vous pouvez faire pour ce genre de situation. Donc on va faire une petite démo de l'application. Donc, Maestro. Hop. Non, bien évidemment, tu n'as pas le... Voilà. Bon, allez. Ah, yes. Voilà. Donc, comme je vois absolument pas ce que je fais... Donc voilà, là on arrive sur une page d'accueil. Donc on a nos produits. Bien sûr, on peut les ajouter à la carte. On voit en haut qu'il y a un item au panier. Je peux consulter mon panier, je peux faire +1, si ça veut bien. Donc il y a un petit peu de latence forcément. Ah bon? C'est bizarre. Et en plus de ça, on a les choses classiques du genre de la recherche full text. Donc avec une petite tolérance aux fautes d'orthographe. Donc par exemple là, si je tape cheval, j'ai le cheval et l'épée de chevalier puisque ça fait partie du mot, quoi. Ainsi tout ce qui est de plus classique dans le genre. Donc bon, après c'est plutôt ce qu'on vend qui est pas très conventionnel. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a besoin pour un site de cet ordre-là? Moi, je pense qu'un premier truc, c'est qu'il faut résister à la charge. Ça me paraît tout à fait logique. On cible quand même la population mondiale, donc il va falloir que ça tienne bien. Hein. Ça me paraît être le point de base pour notre application. Donc deuxième point, la résistance aux pannes. Comme cette personne de Plus belle la vie, il faut qu'on soit meilleur que lui. Donc, c'est trop méchant. Donc forcément, dans un monde chaotique, il va y avoir des pannes. Il faut que notre service soit toujours disponible. Donc, en plus, d'un point de vue matos, on ne pourra pas forcément se ravitailler comme on veut. Donc il faut pouvoir faire tourner l'application, même si on a deux boards qui sont pétés ou des choses comme ça. Il faut que ça marche, quoi. Troisième point, comme l'invasion zombie va être progressive, les villes vont se faire attaquer les unes après les autres, et du coup, on va avoir des pics de charge de temps en temps pour une nouvelle ville infectée. Donc un pic de charge, il faut envoyer plein de trucs, acheter plein de choses, etc. Donc là aussi, il faut qu'on soit assez bien à ce niveau-là. Bon, ça me paraît déjà pas mal. Déjà, on a déjà un premier cahier des charges, quoi. Bon, on se lance. Alors toi, je sais, toi, c'est un peu ce que tu fais c'est ton métier, tu fabriques des applis pour des clients, etc. Toi, tu proposerais quoi de base comme application? Là, comme c'est marqué ici, je pense qu'on peut commencer par une approche classique. Enfin, je veux dire, il y a certaines technologies qui ont déjà fait leurs preuves, donc on peut s'appuyer dessus. Du genre Java E, du JPA, peut-être Oracle. Peut-être du JMS, enfin voilà quoi, des choses du JSF, des choses un petit peu standards. JSF, c'est l'air sympa ça. Donc on va. Pourquoi vous rigolez? Ça n'a rien à voir. Ok. Donc je pense qu'on peut partir là-dessus, quoi. Super, écoute, on va faire ça. Pas de problème particulier pour ce genre d'approche. Ouais.
écoute, on va balayer certains points, mais je pense que normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Allons-y. Donc, souvent, dans l'approche classique, j'ai quand même entendu dire qu'il y avait un petit souci, c'est qu'on avait des applications qui étaient monolithiques. Donc, souvent, dans la même appli, en fait, on essaye de fourrer un peu toutes les fonctionnalités, et au bout d'un moment, on a quelque chose d'un peu mutant, et on ne sait pas trop comment s'en sortir, quoi. Donc après, je pense que c'est juste, ce point-là, c'est juste un problématique d'organisation de code, de bien structuré, mais normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Enfin, on devrait pouvoir s'en débrouiller, quoi. Alors, pour info, s'il y a des gens, c'est vraiment leur passion de fabriquer ça. C'est une vraie réalisation d'un être humain. Donc, peut-être que cette personne prend du LSD, mais... Ok. Donc, il y a souvent une deuxième problématique qui arrive dans les applis standards, c'est la problématique de la latence. Donc en fait, dans les technos usuels, quand on fait des appels à une base de données ou à des I/O, en fait, c'est des appels qui sont un petit peu lents. Donc, il se peut qu'il y ait des temps de réponse qui soient un petit peu plus lents à des moments, mais normalement, on devrait pouvoir s'en sortir. Enfin, je pense que. J'espère. A priori, il y a pas de. Enfin, tout le monde s'en sert, donc je veux dire, le problème. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Quoi. D'accord. Il y a un autre point, c'est que souvent les applications classiques sont bloquantes. Donc le truc classique, c'est une requête HTTP, c'est un thread, et du coup le thread est bloqué de bout en bout sur la requête. Donc en fait, si on couple ça avec les problématiques de latence, en fait, il y a des threads qui s'empilent, et donc du coup, on a des applications bloquantes. Ça, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a qu'un seul processeur sur chaque machine, c'est pas du top. Écoute, je sais pas, on va voir. Hein. Enfin, à mon avis, ça devrait le faire, quoi. Bon, ok, si tu le dis, c'est toi l'expert. Je sais pas, souvent quand on commence à avoir une charge, qu'est-ce qui se passe? Ah, je vais aller un peu vite. C'est que ça s'écroule. Quand il y a de la charge, ça s'écroule. Ok. Et du coup, comment répondre à cette problématique? Généralement, on gonfle un petit peu nos machines. Et du coup, on arrive à faire face à cette charge. Alors là, c'est problématique parce que nous, les Raspberry Pi, tout est soudé, tout est intégré. On ne peut pas rajouter, faire gonfler la machine, c'est juste pas possible. On ne peut pas faire ça. Écoute, je sais pas comment on va faire. Je sais absolument pas ce qu'on va faire. Franchement, je pense que ça va me donner des terreurs nocturnes. Je vais pas réussir à dormir cette nuit. C'est parce que tu auras trop picolé. Mais t'es toujours sur Twitter, je te vois tout le temps en train de faire t'as bien dû voir des solutions. Enfin, il y a des solutions, quoi. Il y a des gens qui ont bien pensé à des choses. Je sais plus trop. Je réfléchis un peu. J'ai cru voir un truc de Bitnik, mais c'est encore un truc un petit peu obscur. Je sais pas trop. Vas-y, balance. C'est le Reactive Manifesto, donc c'est un groupuscule d'extrémistes qui apparemment écrivent des choses dans leur coin. Okay. Et ils ont pondu cette chose-là. Peut-être que ça peut nous aider. Allons, voyons. Vas-y. Donc en fait, le Reactive Manifesto, il se base sur quatre grands principes de construction d'une application. Donc message driven, élastique, résilient et responsive. Donc j'ai essayé de faire une traduction en français. Toujours une mauvaise idée, ça. C'est toujours une mauvaise idée. Donc on va commencer par le dernier point, message driven. Donc en fait, le système est piloté par les messages. Donc en fait, les applications doivent s'envoyer des messages. Un peu comme JMS. Un peu comme JMS. Très bien. L'application doit être élastique. Donc en fait, le système il doit répondre à la charge et il doit être capable de s'adapter et de répondre à une sollicitation ou à une baisse de charge. D'accord. Donc ça nous intéresse pas mal par rapport à ce qu'on disait au début. Donc troisième point, le système il doit être résilient. Donc en fait, même en cas de panne, il doit répondre. Donc ça tombe très bien parce que ça faisait partie d'un des points qu'on avait adressé. Ce qu'on veut faire. Et il doit être responsive. Donc en gros, il doit être user-friendly et répondre dans des temps acceptables, ne pas... Ok, donc éviter quand même de faire comme le site des impôts. Voilà, par exemple. Ok. Bon écoute, moi ça me paraît pas mal. Je pense que... on va partir là-dessus, puis on va voir ce que ça donne. Ok. Donc la première partie, donc élastique. Donc avant de parler de la partie élastique, on vous présente rapidement l'application. Donc elle est divisée en 4 grandes parties. Il y a le front-end. Donc ça, le front-end, c'est la partie qui montre les produits. On a une application carte. Donc en fait, ça gère les commandes, donc les ajouts au panier, les validations de panier.
Une partie identity, c'est la gestion des comptes utilisateurs et l'authentification. Et puis derrière, on a un back-end pour nos petits administrateurs pour qu'ils puissent modifier les fiches de produits, modifier les prix. Se faire plein de et blé. se faire plein de blé. Enfin, potentiellement augmenter les prix surtout parce que. C'est ça qui est important. Donc voilà. Sur la partie élastique et donc scalabilité, la première chose sur laquelle on s'est appuyé, c'est sur des bases de données NoSQL. En fait, c'est très bien d'avoir une application qui est super scalable, mais par contre derrière, si on a une base de données qui l'est pas, en fait, ça fait un point de contention. Donc du coup, on se retrouve bloqué à un moment ou un autre. Donc la première base de données qu'on a utilisée, c'est Elasticsearch. Donc en fait, c'est un moteur de recherche qui est très scalable, qui est résilient. Donc en fait, par un système de réplica, de duplication de données, en fait, il est capable de tolérer de la perte d'un ou plusieurs nœuds. Donc ça, c'est un outil qui est très intéressant pour nous. J'imagine qu'ici, tout le monde connaît Elasticsearch. Ouais, qui c'est qui connaît pas Elasticsearch? Qui a jamais entendu parler? Ouais, voilà, on a même pas besoin, on perd du temps. Ça sert à rien. Donc la deuxième base de données qu'on a utilisée, c'est Cassandra. Donc ça, c'est une base de données orientée colonne et qui a des très bonnes caractéristiques de scalabilité. Donc on s'est dit, en s'appuyant sur ce genre de base de données, au moins on s'enlève une épine du pied et on est capable de... c'est pas ça qui nous posera problème. Exactement. Voilà. Typiquement, Cassandra, chez Apple, toutes vos données, enfin, il y a beaucoup de données qui sont stockées dans Cassandra. Et un de leurs plus gros clusters Cassandra, c'est un truc de 75 000 nœuds. Enfin, c'est un peu gros, quoi. Donc, je continue sur la partie microservices, mini-services. Donc, du coup, là, on n'a pas eu au niveau de la granularité, on y a été mollo parce qu'on ne pouvait pas non plus lancer trop de services sur chacune des Raspberry. Mais en fait, l'idée de ce topic-là, c'est pour adresser la problématique d'une application monolithique. Là, l'idée, c'est de casser l'application en domaine fonctionnel. Et en fait, on va pouvoir avoir au sein d'une même application quelque chose qui est beaucoup plus facile à maintenir. Et puis en plus, on va pouvoir adapter le nombre d'instances de ces applications en fonction de la charge. Typiquement, le front-end, il risque de prendre beaucoup plus de charge que le back-end, donc ça n'a pas vraiment de sens de mettre les deux dans la même application. Le back-end, il va peut-être y avoir une dizaine d'utilisateurs qui vont s'en servir, alors que le front-end, il va y avoir tous les internautes. Donc, on va avoir un meilleur contrôle sur cette chose-là. Un deuxième point, c'est d'avoir des applications qui ne stockent aucun état en mémoire. Donc en fait, une application, on peut complètement la remplacer par une autre instance, en fait, peu importe. Et donc du coup, pas de cache, rien, uniquement du processing. Et en fait, on va s'appuyer sur les bases de données qui, elles, sont faites pour stocker des données. Donc là, typiquement, ce qu'on vise, c'est la session au sens la session utilisateur au sens Java E du terme, Donc c'est vraiment de la mémoire qui est stockée dans la RAM du serveur et qui potentiellement pose des problèmes, typiquement quand on fait du load balancing ou autre. Là, du coup, le load balancing est super aisé. Il n'y a pas n'importe quelle application peut servir n'importe quelle requête. Et du coup, c'est plutôt. Donc, pas de sticky session, pas de cette chose-là. Tous les grands classiques. Là, typiquement, on peut utiliser des cookies ou des headers pour stocker des jetons d'authentification et retrouver les données de la personne connectée dans la base à partir de ça, quoi. Ça, c'est un point qui me semble important pour un site type e-commerce. C'est qu'en fait, c'est pas une single page application en JavaScript comme on pourra en voir. Là, en gros, c'est du full HTML. Donc, on compte se faire indexer par Google ou par les autres moteurs de recherche pour que les internautes puissent retrouver facilement nos produits. Donc, Google, a priori, ils ont survécu. Ils ont une horde de petites voitures qui se conduisent toutes seules, qui roulent sur les zombies. Donc, pour l'instant, ça tient encore. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que nos produits soient visibles sur Google, genre armes contre les zombies, tac, on tombe sur amazing.com, c'est nickel. Donc, il y a une autre chose aussi, c'est que une URL, c'est une page. Et donc ça amène des propriétés intéressantes. On va voir derrière. C'est notamment la gestion du cache. Donc du coup, la première chose pour répondre à la charge, c'est de la limiter. Donc justement, je vous parlais de cache à l'instant. En fait, l'idée, c'est d'absorber un certain nombre de requêtes en utilisant du cache. Donc, ça peut être du cache navigateur, ça peut être un frontal web qui fait du cache, ça peut être un CDN si on a un peu d'argent. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà utilisé... Est-ce que déjà tout le monde sait ce que c'est un CDN ?
En grosso modo, c'est un abonnement à un service Tu les sous-estimes, clairement. un service qui a des serveurs localisés à côté des internautes et qui peuvent servir un certain nombre de ressources, et ce qui fait que les requêtes n'arrivent plus sur notre serveur. Donc ça, c'est une première technique, c'est déjà de taper dans le gras, comme on dit, et de limiter la charge. Donc peuvent être cachés tous les fichiers CSS, JS, les ressources statiques, les images, mais même potentiellement la page entière, puisqu'en fait les produits, la fiche d'un produit, elle va peut-être pas forcément changer toutes les 2 secondes. Donc en fait, on peut très bien garder en cache pendant une demi-heure des fiches de produits ou enfin voilà, bref, l'intégralité du site et ne gérer les parties dynamiques qu'en JavaScript. Donc nous, on a eu une approche un petit peu spéciale. C'est qu'en fait, sur la partie front-end, en fait, notre base de données, c'est Elasticsearch, qui n'est pas forcément une base de données à la base, mais on s'en est servi en tant que tel. Et du coup, ça va nous servir de cache et de recherche full text. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir cacher les pages dedans ou des fragments HTML, et en même temps profiter de la fonctionnalité de recherche full text. Donc tout à l'heure, quand je faisais de la recherche sur cheval et je récupérais chevalier et le cheval, alors en fait, c'est grâce à cet outil-là qu'on peut faire ce genre de choses. Donc notre modèle de données, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a quelques informations qui sont utiles dans le site, typiquement la description, le label, les choses sur lesquelles on va pouvoir faire de la recherche. Et en plus de ça, on a tous les petits fragments HTML qui correspondent à un produit. Donc typiquement, la petite vignette résultat de recherche, la page détail d'un produit, en fait. Tout ça, ça va être pré-généré à l'avance. Et du coup, quand quelqu'un va faire une recherche, notre serveur, il va pas avoir grand chose à faire finalement, il va s'appuyer sur la base et il va faire soit retourner la page complète ou soit assembler des fragments HTML. Donc ensuite, quand on veut updater une fiche de produit, notre petit administrateur, il veut augmenter le prix. Donc en fait, il va aller publier le produit dans le back-end. Donc là, dans le back-end, potentiellement, il peut y avoir une fiche de produit beaucoup plus détaillée avec les infos de conditionnement, toutes ces choses-là qui n'intéressent absolument pas les internautes. Et l'info va remonter dans le front-end, qui va pré-générer le fragment. Et en fait, on peut même pousser le vice un petit peu plus loin jusqu'à remonter la donnée via de l'event source au navigateur et updater la page en direct. Donc event source, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est le server sent event. C'est un truc qui a été introduit dans HTML5 pour faire du push server native, enfin de manière standard en JavaScript, pour le gérer dans le navigateur. Donc là, en fait, on a adressé la partie scalabilité, élasticité. Maintenant, on va vous parler de la partie résilience. Donc la partie résilience, très importante pour nous. Donc la résilience, c'est quoi ? Il ne faut pas que dans notre architecture, il y ait une pièce qui soit le single point of failure. C'est vraiment, il faut qu'il n'y ait pas un maillon de la chaîne qui, s'il pète, toute l'application est down. Donc comment on a fait ça ? Eh bien, tout simplement, ça représente un peu notre cluster. Donc chaque carré, c'est une board Raspberry. Donc, alors, si on regarde un petit peu comme ça, on a, actuellement, on a des single point of failure. Malheureusement. Ça, c'est plus parce qu'on est assez limité d'un point de vue physique, on n'a pas beaucoup de ports sur le switch, etc. Donc, on n'a pas pu aller assez loin. Donc, typiquement, pour ce qui est des data stores, on n'a pas plusieurs instances de serveurs de Cassandra et de Elasticsearch. Ce qui n'est pas génial, c'est quand même des choses qui marchent mieux quand il y a au moins 3 instances chacune. Mais on est parti du principe qu'a priori, c'est des technos qui marchent, donc c'est pas... On n'avait rien à démontrer là-dessus. On n'avait rien à démontrer là-dessus, donc on a laissé comme ça, et de toute façon, on ne pouvait pas vraiment faire autrement. Ensuite, un autre point vraiment bloquant, c'est le Nginx ici. Donc le Nginx, on n'en a qu'une seule instance, c'est lui qui nous sert de load balancer, c'est notre frontal web, et on n'en a qu'une seule instance. Donc forcément, si la Raspberry qui est ici, elle se vautre, notre site ne marche pas. Mais là aussi, quand on est dans une vraie prod ou des choses comme, quand on est dans une vraie prod, on a des produits qui permettent d'adresser ce genre de trucs. Si on est sur Amazon, il y a Elastic Load Balancer ou des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc là aussi, c'était pas vraiment ce qu'on voulait démontrer. Donc on a laissé comme ça. Par contre, pour tout le reste, en fait, ce qu'on a fait, tout simplement, sur chaque, dans toute notre architecture, on a au moins 2 instances de chaque type d'application qui sont déployées. Donc même pour certaines, on en a 3. Donc l'application Identity, donc c'est notre SSO, notre gestion utilisateur. On en a 3 instances sur tout le cluster parce qu'elle est très sollicitée. À chaque requête, on a une requête pour vérifier si la personne est bien celle qu'elle prétend être, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça veut dire que potentiellement, on peut dézinguer une board a priori. On n'impacte absolument pas notre prod. On peut en flinguer une deuxième
on a encore toute une infrastructure complète qui tourne, donc jusque-là on est safe. Et même dans les cas vraiment extrêmes... Tu vas pas en mettre une troisième quand même? Si, si. On peut en flinguer une troisième. Et là, alors ce qui se passe, on n'a plus de panier, on n'a plus de back-end, mais le site est toujours vivant. Il a toujours ses descriptions de produits, donc les gens peuvent toujours se balader dessus, peuvent voir les produits, et finalement, tant que le panier met pas trop longtemps à revenir, c'est ça qui est important. Les utilisateurs voient nos produits et donc sont plus enclins à acheter plus tard. Après, on peut même imaginer des mécanismes de réconciliation. On stocke ça dans un cache et puis quand ça revient on se synchronise avec le panier, etc. On peut imaginer des choses assez sympas. Donc, ce qu'on pourrait tenter... J'ai un peu trop loin. J'ai loupé un slide. Ouais. Donc, on va tenter de faire une petite démo. Donc, pour cette démo, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester la résilience de notre système. Donc ici, vous avez sûrement remarqué, il y a un écran tout pourri, tout petit et tout. Je suis désolé, on n'a pas le même matos que... C'est vrai que t'es un petit peu ridicule. Ouais, c'est un peu ridicule, je suis d'accord. On n'a pas le même matos que Devox. Globalement, qu'est-ce que c'est? C'est un moniteur. C'est un moniteur de notre cluster. On voit l'état des applications. Donc, quand c'est vert, c'est bon. Quand c'est rouge, c'est qu'il y a un gros problème. L'application ne répond plus ou des choses comme ça. Et dessous, on a une estimation un peu à la louche du nombre de requêtes, de messages échangés sur tout notre cluster. Donc là, sur mon Mac qui est caché derrière tout ça, j'ai un scénario Gatling qui est en train de passer sur l'application. Donc on a une 50aine d'utilisateurs qui sont en train de faire leurs courses de manière un peu Black Friday. On clique dans tous les sens. Donc on a ce truc-là qui est en train de tourner. Donc ça vient par vague, c'est pas linéaire, etc. Donc on a un scénario qui correspond plus ou moins à un truc qui se tiendrait si des gens étaient sur le site. Donc on va avoir besoin d'un volontaire pour venir débrancher des boards. Qui c'est qui se porte volontaire? Ok. Applaudissez le volontaire quand même. Donc Alex, tu peux peut-être vérifier que ça marche. Le site fonctionne, etc. On est bon. Donc tu t'appelles? Yann. Donc Yann, vas-y, tu peux... C'est notre Human Chaos Monkey. Ouais, c'est le Chaos Monkey. Donc vas-y Yann, tu peux débrancher un câble. Donc voilà, on a deux applications qui sont mortes. Enfin, on a une board qui est morte, donc deux applications qui ne répondent plus. Donc là, si je rafraîchis... Donc voilà, a priori, le site fonctionne toujours de la même façon. On peut faire des recherches, etc. Il y a le carte qui est arrivé. Donc, a priori, on a tout qui fonctionne toujours. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est bon signe. Donc, monsieur le Chaos Monkey, tu peux recommencer et redébrancher une board. Donc, voilà. Donc, on a toute une infrastructure qui est tombée. On n'a plus qu'une seule instance de chaque application, sauf l'identity qui sont là. Donc, vas-y, Alexandre, tu peux te lancer. Ok, là, donc on a toujours ça. On peut toujours aller sur notre panier. On a notre en truc. ajouter un. Et ouais, c'est bon. Toi, t'es joueur. Ah, ben ouais. Ok. Et puis, ben, on va être bourrin. Voilà, on va en débrancher une troisième. Alors, tu fais attention, juste les deux dessous, là, c'est les bases de données. Donc, ce serait dommage de... ouais. L'Nginx, il est tout en bas. Donc, si tu peux aussi éviter, ce serait pas mal. Donc là, normalement, voilà le back-end et le panier. Donc on n'a plus qu'un seul front-end qui tourne et deux applications de type SSO. Et donc là, ça fonctionne. On voit qu'en haut, on n'a plus de panier. On n'a plus le panier. Donc ça s'enrichit après, en fait, si le panier est présent. Et donc on voit qu'on n'a plus le panier. Si je clique ici, mais on peut toujours aller. Ça fait rien. Ça fera rien, mais tu peux toujours aller sur un item ou autre. Ça fonctionne toujours. Bon, bah écoute, très bien. Merci Yann, c'était du super boulot d'ingénieur. Ah, il rebranche en plus, c'est top. Ah, super. Donc, on va aborder le troisième point du Reactive Manifesto, c'est la partie message driven. Donc là, en fait, l'application pilotée par les messages. Donc pour ça, on a utilisé un petit framework qui s'appelle AK. Ah non, c'était pas ça. Je pense pas que ce soit ça, non. Qu'est-ce que c'est ça ressemble plus à ça. Ouais. Enfin, je pense. J'ai vu le logo, c'est un truc comme ça. C'est un truc dans le genre. Ouais. Ok. Donc AK, donc c'est un framework orienté acteur en fait. Donc en gros, comment ça fonctionne?
L'idée, en fait, c'est de résoudre toutes les problématiques de concurrence. Et donc, en fait, un acteur, c'est une entité stateful. Et en fait, l'acteur, c'est la seule entité qui peut garder un état. Et en fait, la seule manière d'exposer son état, c'est par l'intermédiaire d'envoi de messages. Donc, si on veut lui demander son état courant, on lui envoie un message, et lui, il va répondre par un autre message. Et en fait, de cette manière-là, on va avoir un système de communication qui est complètement asynchrone. Et donc, ça résout un certain nombre de problématiques. Un acteur, il peut créer et détruire des enfants. Vous faites pas ça chez vous, hein. Sérieux. Non, en France, ça passe pas. Créer, ça passe. C'est comment? Faut être résilient en effet, sinon ça marche pas. Il peut surveiller d'autres acteurs, donc ça c'est un petit peu le côté voyeur. Et du coup, plus de problème de concurrence. Et en plus, il est résistant aux pannes, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est on le laisse cracher et s'il y a un problème, en gros, après il y a des stratégies à choisir. Soit on redémarre l'acteur, soit on fait rien, soit on escalade aux parents. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, quoi. Donc comment ça fonctionne? Donc en fait, on peut créer des grappes d'acteurs. Donc l'idée en fait, c'est de déléguer du travail à des acteurs et voilà, on peut répartir le travail comme ça. Et en fait, donc l'acteur ici, on voit qu'il peut créer un arbre, donc des fils. Chaque acteur peut communiquer en s'envoyant des messages. Ces messages, ils peuvent être envoyés même à travers le réseau. Donc ça, c'est plutôt pratique parce qu'en fait, c'est une couche d'abstraction au-dessus du réseau. Et en cas de crash, en fait, on peut redémarrer l'acteur et du coup, on peut avoir une certaine résilience à l'intérieur même du framework. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt bien. Donc ça, c'est un petit exemple de code Scala. Donc oui, il y a un point info, on a tout codé en Scala là-dessus, donc c'est pas. Il y a des gens qui n'aiment pas forcément ça, mais nous on aime bien. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Ça, c'est finalement c'est le bout de code qui est sur la homepage de AK. Donc en gros, comment ça fonctionne? Ça, une case class, en fait, c'est l'équivalent d'un bin Java avec des getters, des setters, un equals. Donc lui, là, il a une propriété who. Et du coup, on a notre classe greetingActor qui est en actor. Et en fait, cette méthode, cette classe doit implémenter une méthode receive. Et en fait, c'est la méthode qui va être invoquée lorsqu'un message est envoyé, quoi. Et donc là, en fait, le case, c'est pour switcher sur des cas. Donc là, dans notre cas, on peut recevoir qu'un seul type de message, c'est greeting. Et on dit, quand on reçoit ce message-là, on va aller loguer en fait le nom de la personne, quoi. Donc en fait, c'est assez utile comme exemple. C'est un exemple qui est super utile. Et derrière, en fait, comment ça fonctionne? On a un système d'acteurs. Donc en fait, ça, c'est une espèce de grosse tuyauterie d'AK. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez lourd. Donc en général, on n'en crée qu'un seul par application. Et en fait, à partir de ce système d'acteurs, en fait, on va pouvoir demander des références à des acteurs. Donc là, en fait, quand on fait ça, ici, ce qu'on demande, c'est l'adresse de cet acteur et non pas l'instance de l'acteur. C'est sa boîte aux lettres, en fait. C'est sa boîte aux lettres, quoi. Et en fait, ça permet de, si l'acteur se crache, en fait, de continuer à pouvoir lui envoyer des messages, à la nouvelle instance potentiellement de l'acteur. Et si l'acteur est vraiment mort, en fait, on va recevoir des dead letters, donc en fait des lettres qui vont dire qu'il est mort, quoi. Qui ne sont jamais arrivées. Qui ne sont jamais arrivées. Et donc là, en fait, la dernière ligne, en fait, une fois qu'on a la référence de l'acteur, en fait, point d'exclamation, c'est pour lui dire je lui envoie un message. Donc là, on envoie greeting Charlie Parker, donc ça va marquer dans les logs hello Charlie Parker. Superbe bout de code. Donc maintenant, en fait, c'est bien d'avoir un framework comme AK qui est complètement asynchrone et qui permet de s'envoyer des messages. Par contre, par-dessus ça, en fait, si on a une application web qui, elle, est complètement synchrone, en fait, ça va pas servir à grand-chose. Hein, parce qu'en fait, la problématique de latence, en fait, on va toujours l'avoir. C'est-à-dire qu'en fait, il va envoyer un message, il va attendre la réponse, mais en attendant, en fait, on va toujours bloquer le thread, et en fait, on est un peu bloqué. Enfin, on est un peu embêté, quoi. On est bloqué. On est bloqué. Donc pour ça, en fait, on s'est appuyé sur un petit framework web qui est vraiment sympa. Ah, pardon. Ça, c'est les slides. Donc le framework en question, c'est Play. Donc en fait, c'est un framework web qui est complètement asynchrone. Et il s'appuie sur AK, donc en fait, pas de gros problèmes d'intégration avec AK. Et en plus de ça, il a un support pour les WebSockets et le server-side event qui sont des technos assez sympathiques et là, ça les rend faciles d'utilisation. Voilà, on les utilise dans l'application assez simplement finalement. Donc ça, c'est un petit bout de code en fait qui mélange et AK et Play. Et en fait, c'est pour vous montrer comment on peut faire de la synchrone de bout en bout. Donc en fait, on a
notre product view, en fait, finalement, c'est le truc qui interagit avec le back-end, quoi. Donc là, lui, il peut recevoir des messages de type liste produit, quoi. Donc en gros, son but, c'est que quand il reçoit ce message-là, il va renvoyer la liste des produits. Donc là, il va s'appuyer sur notre service, hein, on va dire qu'il va lister les produits. Et en fait, ce service, lui, il va retourner une feature. Donc en fait, un résultat qui n'est pas disponible pour le moment, mais qui sera disponible dans le futur. Et en fait, là, ce qu'on dit, c'est que quand le résultat sera disponible, en fait, on va l'envoyer à l'émetteur de la requête, enfin l'émetteur du message. Donc là, en fait, en attendant la réponse du serveur, enfin de la base de données, en fait, le serveur, il peut faire autre chose, quoi. Il n'est pas bloqué. Et derrière, en fait, on va réussir à mixer ça avec notre contrôleur. Donc, en fait, le contrôleur, c'est dans Play ce qui permet de gérer les requêtes HTTP, donc c'est du classique. Et là, on a notre méthode index, donc qui va par exemple gérer la home page. Et en fait, cette méthode, quand elle va être, donc par exemple, on va la mapper sur le slash, et quand elle va être invoquée, elle va appeler liste produit, qui va en gros demander à l'acteur de lui envoyer la liste de produits. Donc le point d'interrogation par rapport au point d'exclamation, c'est un ask plutôt qu'un tel. Donc en gros, on lui demande et en fait, on a une future. Donc c'est pareil, là c'est une promesse de réponse. Et quand on va récupérer cette réponse, en fait, on va lui dire que le résultat est de type liste de produits. Et donc là, dans notre contrôleur, en fait, on voit que le type de retour, c'est quelque chose qui est asynchrone. Et en fait, du coup, quand le résultat sera disponible, eh ben, en fait, on va computer la vue à partir du résultat et en fait, on va générer le output HTML. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans toutes ces étapes, à chaque fois qu'il y a des I/O, en fait, le serveur, il va pouvoir être libéré et faire autre chose. Donc, du coup, tout ça s'intègre plutôt pas mal. Et comme en fait, on est dans une application orientée message, on a poussé le délire un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a essayé de foutre des messages dans tous les sens. Donc, ça fait super sérieux. On est complètement des fous. Donc en fait, entre les applications, c'est des messages AK qui vont être envoyés. Et en fait, entre les applications et le navigateur, pour la gestion du panier, on a utilisé des WebSockets. Donc en fait, là, on peut envoyer des messages et recevoir des messages. Et pour les mises à jour de produits, donc le petit use case que je montrais au tout début, là, il y a juste besoin de remonter des choses du serveur. Donc là, en fait, on a utilisé du server sent event. Finalement, on garde une connexion ouverte. Et en fait, quand il y a un résultat qui est disponible, on le pousse dans cette connexion et le navigateur est notifié et peut faire quelque chose en JavaScript. Donc les contraintes de ces choses-là, c'est que ça demande à garder des boucles de connexion ouvertes. Et en fait, si on n'avait pas de framework asynchrone, en fait, on bloquerait énormément de threads, puisqu'en fait, les threads resteraient actifs sur chaque connexion, donc ça deviendrait infernal. Donc la partie AK cluster. Donc voilà, comme on vient de le voir, on a toutes les applications qui s'échangent des messages entre elles via le framework AK. Sauf que, oui, c'est ça. Sauf que c'est bien beau de dire ça, mais c'est assez peu pratique à manipuler quand on a plusieurs instances, qu'on peut dupliquer des instances, etc., etc. Donc on a utilisé une librairie qui s'appelle AK Cluster, donc qui donne juste accès à un service d'adhésion à un cluster. Donc en fait, tous les systèmes AK vont savoir qu'ils font partie d'un cluster et vont donc connaître la liste des membres du cluster. Et à partir de ce moment-là, savoir où ils sont localisés et où est-ce qu'on peut leur envoyer des messages, etc., etc. Donc c'est un truc qui est plutôt pas mal fait. Ça marche en peer-to-peer. Ça a un petit protocole de gossip inspiré de, je ne me rappelle plus le nom de la base de données, mais je l'ai Riak, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de single point of failure, il n'y a pas de point de blocage non plus unique, et il y a un système assez élaboré de détection de panne, donc ce qui est plutôt pas mal. En plus, c'est un truc qui a été a priori prouvé que le système ne pouvait pas se retrouver sans leader, parce que c'est le leader qui va vous permettre de faire entrer de nouvelles machines dans le cluster ou de réélire des leaders, etc. Donc ça, c'est assez important. Et donc c'est grâce à ce système-là qu'on va faire dialoguer nos machines entre elles. Sauf que ça, c'est encore assez bas niveau. Donc on sait qu'il y a des machines, on sait qu'elles font partie du cluster, on sait qu'on peut s'envoyer des messages, mais nous, on a besoin d'abstraire les choses un peu plus. On a besoin en fait d'accéder à des services où qu'il soit dans le cluster, j'ai juste besoin d'une instance, j'envoie un truc, et c'est peut-être sur une machine, sur une autre, c'est pas du tout mon problème. Donc pour ça, on a écrit une petite librairie pour faire ça. Alors, on s'est très fortement inspiré de Finagle, donc chez Twitter, c'est une librairie qui permet de faire de la localisation de services, comme ça, et de Xtrix. Donc ça, c'est une librairie qui fait partie de la stack OSS de Netflix, et qui permet de faire
du contrôle en fait sur les commandes qu'on va envoyer entre les applications pour faire donc il y a un circuit breaker, il y a des stratégies de retry, etc. Donc on les a pas utilisées telles quelles parce que ça demandait un peu, enfin il fallait installer typiquement pour Finagle, il y a besoin de Zookeeper, des choses comme ça. C'était pas trop ce qu'on avait envie de faire sur le Raspberry, donc on a recodé quelque chose. Donc on a une librairie qui permet d'exposer des services sur le cluster AK. Donc c'est des descripteurs de services, c'est une URL globalement, un port, un host. Et ensuite, on a une notion de client donc, qui savent se hooker un service et qui, derrière, vont dispatcher la charge à différentes instances de service sur le cluster. Donc, il y a des différents clients possibles. Ensuite, on peut faire des clients HTTP, en car, en ce qu'on veut. En fait, c'est pas le protocole, c'est pas important, c'est juste la notion de je sais localiser ou envoyer mes instructions sur le cluster. Donc, on a des petits plus, on a du monitoring intégré dans les clients. Donc, ça, c'est plutôt sympa pour savoir ce qui se passe. On a des circuits de breaker, on a du load balancing un peu bête, mais ça marche plutôt pas mal. On a des stratégies de retry. Donc, si un appel a foiré, on va retenter de faire l'appel un certain nombre de fois, mais en attendant toujours un petit peu plus entre chaque appel pour pas saturer un service qui est déjà en train de mourir. Donc voilà, on a recodé un petit truc assez simple finalement. C'est dispo sur mon GitHub si ça intéresse des gens. C'est pas forcément du grand art, mais c'est plutôt, ça peut être utile pour faire des petits protos rapidement. Donc ouais, typiquement, l'idée c'est qu'on a juste à fabriquer un client spécifique, c'est-à-dire on lui donne un contrat qui a du sens d'un point de vue métier pour nous. Et ce truc-là va utiliser un client générique de la librairie qui lui-même déléguera à la partie monitoring, au retry et au load balancing pour taper sur une instance. Donc j'ai juste à demander, je veux le service de panier, je rajoute quelque chose dedans, et derrière c'est la librairie qui va se débrouiller à trouver une instance d'application de type panier disponible dans le cluster et lui envoyer les choses qu'elle a à faire. Ok. Bon, je vais accélérer un petit peu le pas parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc en fait, une autre chose dans une archi orientée message qu'on a implémenté. Donc premièrement, c'est CQRS et deuxièmement, c'est Event Sourcing. Donc en fait, CQRS, c'est le fait de séparer les écritures des lectures. Donc en fait, on va avoir un chemin pour les écritures qui est optimisé pour ça, et en fait un chemin de lecture qui est optimisé pour la lecture. Et l'event sourcing, en fait, c'est que l'écriture, finalement, c'est juste le stockage des événements. Donc, en fait, tous ces messages qui circulent, finalement, c'est des événements qui se produisent sur notre application. On va stocker tout ça dans un journal. Donc, en fait, notre système, il reçoit une commande. De cette commande, on va dériver un ou plusieurs événements qui vont être empilés dans un journal. Donc ça, en fait, c'est notre vraie source de données, finalement, notre source fiable. Et derrière, en fait, ces événements vont pouvoir être forwardés à différentes vues, qui, elles, vont se charger d'en faire quelque chose de spécifique pour un besoin bien particulier. Voilà, quoi. C'est un système plutôt intéressant. Donc typiquement, un des gros intérêts, c'est qu'on a ce journal-là. Donc ça veut dire que si typiquement on a envie de recalculer, d'avoir une nouvelle vision des données. Donc typiquement, on veut savoir quel est le prix moyen des objets qui ont été enlevés du panier avant de passer commande. Pourquoi pas, ça pourrait être un cas. Si on sait que dans les événements du journal, on a les informations qu'il faudrait juste les calculer, on va fabriquer une nouvelle vue qui sait calculer ce truc-là. Et en fait, on va rejouer tous les événements du journal dans cette vue et elle va avoir son état qui va se fabriquer au fur et à mesure. Et on n'a pas besoin de partir sur les nouvelles données. On a déjà toutes nos données qui sont là. On rejoue juste les événements qui sont arrivés sur le store depuis sa création. Et on a depuis N années nos statistiques. Donc on est un peu les seigneurs du temps. Donc c'est plutôt sympa. Donc en fait, ça c'est un exemple de ce qui peut se passer. Donc un petit utilisateur veut ajouter un produit à sa carte. De cette commande, en fait, on va dériver l'événement produit ajouté à la carte, qui est stocké dans le journal, qui est remonté à la vue, qui elle-même met à jour en fait, son modèle de données, quoi. Donc là, en gros, c'est le dernier état du panier, quoi. Donc là, on a mis tous les deux dans Cassandra, mais la partie vue peut être dans une autre base. Dans une autre base, ça peut être du SQL, ça peut être un morceau de cache en mémoire, ça peut être un fichier. C'est pas une bonne idée, mais ça pourrait être ça. Et du coup, là, en fait, ce qu'on a pu faire, c'est finalement, via l'intermédiaire des WebSockets, c'est cet événement le remonter carrément jusqu'au navigateur et qui lui-même va pouvoir se mettre à jour. Donc, tout à l'heure, quand on voyait le petit +1 au niveau de l'information du panier, finalement, c'est une fois que l'événement il a fait tout le tour du cluster que ça remonte. Et en fait, en JavaScript, on va updater l'état courant, quoi.
Donc le dernier point, la partie responsive, finalement en fait ça c'est ni plus ni moins que l'accumulation de tous les points d'avant. Donc en fait on a du cache qui limite les requêtes. En JavaScript, on gère juste les petites parties dynamiques qui sont liées à l'utilisateur et du coup on a un truc qui est super responsif et qui bouge du feu de Dieu, quoi. C'est ça. Les perfs dans tout ça. Un point de vue sur les perfs. À un moment, il a fallu qu'on teste un peu notre application, qu'on voit ce que ça donne quand on a un peu de charge. Donc pour ça, on a utilisé Gatling. Alors, est-ce que tout le monde, qui c'est qui connaît pas du tout Gatling, qui a jamais entendu parler? Non, c'est bon, tout le monde a quelques-uns. Donc c'est un stress tool en fait qui est écrit en Scala, qui est plutôt bien. Donc on s'est dit, allez, allons-y. Alors en fait, quand on l'a fait, le problème c'est qu'il n'y avait pas de support pour les WebSockets, mais on va en parler un petit peu plus tard. Donc c'est bref, on va en parler un petit peu plus tard. Donc premier résultat de notre test de performance, c'est ça. Donc c'est pas mal, non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, c'est top, non? Super, merci, c'est bien. Est-ce que quelqu'un a une vague idée de ce que ça pourrait être Comment? C'est pas loin. Non. Non, c'est notre. Non, alors je vais vous le dire, c'est notre chiffre d'affaires à la fin du test de performance. Donc c'est plutôt pas. Bon, après on vend des hélicos, donc forcément ça aide un peu à faire gonfler la note, mais. Donc plus sérieusement, donc ça c'est les résultats. Donc on a commencé avec 200 clients en simultané. Donc c'est un scénario un petit peu plus stressant que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc on voit qu'à 200 avec 200 clients en simultané, ça tient plutôt pas mal. On a des temps de réponse de l'ordre des 100 millisecondes, ce qui n'est pas forcément déconnant vu tout ce qu'on peut faire. On est la plupart du temps en dessous de la seconde, donc la répartition est plutôt bien, donc ça tient, c'est bien. Ensuite, on est passé à 400 clients, donc là ça commence à se compliquer un petit peu. Donc on voit qu'on est plus souvent au-dessus de la seconde en temps de réponse qu'autre chose. Là, ça foire un peu d'un point de vue responsive pour notre truc. Et on voit que les temps moyens s'étalent, donc c'est pas très bon signe. Donc on a ensuite testé avec 600. Non, on n'a pas. On a ensuite testé avec 600 clients, mais là du coup ça mettait beaucoup trop de temps à répondre. Alors on n'a jamais réussi. Enfin, on n'a pas fait écrouler l'application. Ça tient. Mais après, je pense qu'on est assez limité d'un point de vue matériel. On utilise des cartes SD, on n'aurait pas dû. On a pas mal de choses qui fait que on pourrait peut-être aller plus loin. C'est trop long à répondre et du coup, c'est pas utilisable. Donc, une autre chose qu'on a fait, en fait, c'est mettre des métriques un petit peu partout. Donc, en fait, pour avoir des indicateurs sur l'application, en fait, on a essayé de collecter un peu tout ce qui se passe. Donc, en fait, on a mis des métriques sur les envois de messages AK, sur les connexions à la base de données, sur les requêtes HTTP, etc. Sur tous les clients. Voilà, on peut remonter tout ça dans Elasticsearch et en fait, avec Kibana, faire des beaux petits dashboards comme ça. Donc on a utilisé, c'est comment, Drop Wizard maintenant, Metrics, la petite librairie, donc qui marche super bien. Donc voilà, je vous encourage à faire ce genre de choses. Donc ouais, quand vous faites ça, faites-le dès le début. Faire a posteriori, c'est chiant en fait. Mettre de la métrique, enfin intégrer des métriques un peu partout, c'est un peu compliqué quand c'est fait. Donc faites-le au fur et à mesure, ça peut aider. Donc les problèmes rencontrés, on va essayer de speeder un peu parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, on va le faire. Du coup, premier problème, Nginx. Donc la problématique sur une Raspberry Pi, c'est qu'en fait, il n'existe pas forcément les choses très à jour. Et en fait, en l'occurrence, nous, comme on utilisait des WebSockets et que la version de Nginx sur Raspberry Pi, elle était un petit peu vieille, en fait, elle ne supportait pas les WebSockets, donc on a dû recompiler dans la nouvelle version. C'est un petit peu fastidieux, donc ça peut être vite problématique. Alors on n'est pas du tout bon en système ni rien, donc si ça marche pas au bout de 5 minutes, on est du genre à laisser tomber plutôt que d'utiliser. Du coup, une autre problématique qu'on a eue, c'est avec MongoDB. Donc en fait, comme on aime bien MongoDB, au début, c'est cette base-là qu'on voulait utiliser. Plutôt facile à s'en servir, etc. Sauf que pareil, sur Raspberry, en fait, ça n'existait pas. Il y a quelqu'un qui avait fait en gros une adaptation, mais c'était une version qui était un petit peu vieille. On a essayé de le compiler, ça a mis une nuit, je crois. Et puis pour se rendre compte que du coup, il n'y avait pas toutes les fonctionnalités qui nous intéressaient. Donc en fait, on a abandonné. Et on s'est dit, on va partir sur autre chose, on va partir sur Cassandra, c'est écrit en Java, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Donc en fait, Cassandra, on l'a mis sur la Raspberry, puis au premier essai, on a eu un petit problème.
En fait, il s'est avéré que en fait, Cassandra utilise des librairies système qui n'étaient pas supportées sur Raspberry. Donc là, il a fallu faire un petit peu de tuning. Donc ouais, on a dû tuner Cassandra pour que ça tienne sur un Raspberry Pi de manière un peu bien. Donc c'est assez intéressant de voir tout ce qu'on a fait. C'est disponible sur notre GitHub aussi, donc vous pouvez aller jeter un œil. Tout le code de l'application d'ailleurs est sur GitHub. Une autre chose, mais du coup c'est plus d'actualité, c'était les benches avec les WebSockets. Donc en fait, quand on a commencé le projet, en fait, Gatling n'était pas encore en version 2, ou du moins il n'y avait pas tout développé. Donc a priori maintenant c'est supporté nativement, et à l'époque c'était un plugin que quelqu'un avait développé, qu'il n'avait pas maintenu depuis longtemps, qui fonctionnait qu'avec des vieilles versions de Gatling, donc ça c'était un petit peu pénible. Donc le dernier point, la config avec la cluster. Donc on l'avait un peu négligé. Et le moment de faire la première présentation, enfin la première fois qu'on en a donné ce talk, on s'est rendu compte qu'il n'y a rien qui marchait. En fait, les applications, quand elles démarraient, elles pompaient trop de CPU, et du coup l'application qui avait démarré avant, elle n'arrivait plus à envoyer son heartbeat au cluster, et du coup elle était déconnectée du cluster. Enfin, c'était un bordel pas possible. Quand tous les serveurs avaient démarré, ben, en fait on avait plein de sous-clusters dans tous les sens. Donc génial. Donc, si vous utilisez AK Cluster, passez un peu de temps avant la mise en prod pour faire votre configuration, ça peut aider. Ça peut servir. Donc, un point supplémentaire, c'est que là, en fait, nous, on a utilisé donc du Play, du AK en Scala. Mais en fait, c'est possible d'avoir des approches réactives avec d'autres librairies. Donc là, en fait, j'en ai énuméré quelques-unes. Je te propose qu'on... Ouais, donc voilà, vous avez la liste. Qu'on passe. Vas-y. Ça, c'était un exemple, en gros, de genre d'implémentation avec servlet asynchrone. Donc ça, c'est en version native, et ça, c'est en version Spring Boot. Donc avec Eric Java. Donc si vous êtes à l'aise avec les fonctionnalités Java 8, ça devrait vous parler. Quelques liens importants. Hop. Et la conclusion. Donc voilà, on s'est plutôt bien marré pour faire ce petit cluster. On y a passé pas mal de temps, mais c'était assez fun. C'était fun, voilà. Et puis un dernier point, c'est que en fait, AK, Scala, tout ça sur Raspberry Pi, ça marche super bien. Donc c'est une vraie histoire d'amour. N'hésitez pas à aller vous amuser avec. Merci.